Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couvre, l'émission de débat autour du manga. Nous sommes ravis de vous retrouver une nouvelle fois pour partager notre passion du manga de Promised Neverland. Nous allons vous parler de la fin, oui enfin la fin de Promised. Nous allons analyser donc les tomes de 16 à 20 l'un après l'autre, on va spoiler, on va revivre ensemble cette partie du manga, volume après volume. Mais avant de commencer, quelques petites informations d'actualité au sujet du manga, n'est-ce pas Johnny ? Ouais, exactement, merci Max. Si vous n'avez pas fini votre série, parce que là on fait les tomes 16 à 20, mais si vous n'avez pas fini, sachez qu'il y a un ex-libris offert en ce moment pour l'achat d'un tome dans les librairies participantes. Et qu'il y a l'artbook officiel qui s'appelle World, l'artbook officiel de Promised Neverland qui sort le 7 juillet. À l'intérieur, illustrations, croquis, interviews, etc. Je pense que ça va être très sympa quand on est fan de la série. Et si vous arrivez ici dans cette émission par l'animé, on ne peut que vous encourager à lire le manga. La 5e de couve, la dernière émission sur Promised Neverland, générique. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Bonjour à tous et re-bienvenue dans la 5e de couve où nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer le manga de Promised Neverland. Pour ce faire, une équipe de choc est là, des spécialistes en parentalité et des enfants à la fois. C'est un mix unique qui fait d'eux des personnes parfaites pour parler de Promised. Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Et il a pas dit bonjour à Cagnard. Cagnard, tu n'as pas dit bonjour? Non, je sais pas à qui il s'adresse. Il a dit bonjour à tous. Du coup, je sais pas quand est-ce que je dois répondre. Tu es dans tous. J'ai peur de répondre. Retrouvez la 5e de couve sur Instagram, discutez avec nous sur Discord, faites des commentaires acerbes sur Facebook, répondez sans lire les tweets sur Twitter. Enfin, c'est ce que font les gens en général. Ah oui, donc on s'arrête vraiment pas sur comment on va. Ah non. Tu veux vraiment dire comment tu vas? Non mais vas-y. Bah moi ça va. C'est très bien. Les vacances. Merci pour cette information, Cagnard. Oui, je trouvais que c'était un peu important quand même. Mec, attendez au tome 17. Non mais cette question de forme quoi, ce mec du bureau qui te dit ça va mais qui s'en bat les couilles de la réponse que tu T'as même pas dit bonjour. Contrat social. T'as même pas dit bonjour aux auditeurs. Mais t'as dit bonjour à tous. Bah toi tu dis bonjour à toi seul. Tu dis bonjour Maximilien. Et bonjour aux auditeurs. Et comment vas-tu? Très bien, parce que je fais cette 5e de couve. Enfin, on arrête de parler de Promised d'après. On sent que le temps a été long. N'oubliez pas dès maintenant, si vous nous écoutez sur YouTube, de mettre un petit pouce vers le haut. Et n'oubliez pas le hashtag 5DC pour réagir à cette émission sur hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga aussi sur Facebook. Comment va se passer cette émission? On va revenir sur Promised Neverland, tome après tome, du 16 au 20. Donc vous pouvez même écouter cette émission à la carte. Regardez sur la page du blog par exemple, ou sur les commentaires ou sur les réseaux sociaux pour avoir le timing précis et aller où vous voulez. Retrouvez aussi nos analyses intégrales de chaque tome du manga depuis le tout premier dans 3 autres émissions en plus de celle-ci. Ça on peut les retrouver facilement dans la liste des émissions. Cagnard par exemple, tu vas même nous faire une playlist YouTube Promised Neverland? Bah en fait je suis un peu keblo là parce que à partir du moment où t'as dit tome après tome, je suis resté keblo sur Cyndi Lauper, Time After Time. Et du coup là j'ai la musique qui et donc dans ta tête tu chantes tome après tome. Ah mais là ça ne me lâche plus du tout là. Je crois que jusqu'ici tout va bien, allons-y. Merci Johnny, comme ça on a une autre musique dans la tête, Time After Time, Maître Gims, tout ça. Bon, commençons cette émission sur Promised Neverland, tome 16 à 20. On continue de suivre cette sortie événement de 2018 qui reste encore le manga du moment avec la sortie de cet ultime tome. Donc on commence chronologiquement à partir du tome 16. Dans ce tome 16, nous avons 3 histoires en parallèle. Emma et Ray d'un côté qui eux sont perdus dans un labyrinthe à la recherche de la sortie. On a aussi un flashback qui nous explique la promesse conclue avec les démons qui est à l'origine des fermes d'humains. Et enfin on a la chasse au sang maudit en l'incarnation de Sonju et Mujika par Don et Gilda et Ayato et Eishi. Eishi d'ailleurs c'est un des nouveaux personnages, elle et ses 3 chiens. Dans les nouveaux personnages, dans le flashback, on va retrouver Julius Ratri. Mais alors, Johnny, tu me faisais remarquer que c'était pas un nouveau personnage et qu'on l'avait déjà vu très vite fait dans le volume 6. Exactement, on l'a vu très vite fait dans le volume 6. Et pour être précis, c'est à la page 7 du chapitre 47. C'est un tiers de page. Et en vrai, on sait pas qui c'est quand on le voit. Donc c'est un peu un nouveau personnage. Mais moi, j'ai un peu tiqué sur ton... T'as dit Eishi? Eishi. Ah ouais, moi je dis Eish.
Chez 3 fiens, et 3 fiens, Riri, Fifi, Loulou, mais ouais, non, mais je dis H, moi. Aichi, moi. Alors si tu dis 3 fiens, tu dis F. Ouais, d'accord. Ou l'un ou l'autre. Non, mais oui, c'était vrai. Alors, moi je vais rester sur Aichi, si ça vous va. Bah, allez-y. Aichi d'ailleurs, petite citation de sa part dans ce manga, ce qui nous plante un petit peu le personnage. À un moment donné, elle nous dit: c'est vrai que ce démon mangeait de la chair humaine, mais il était mon père. C'est lui qui m'a appris à parler et qui m'a éduqué. Il ne m'a pas élevé comme une pièce de bétail, mais comme sa propre fille. Il était ma seule et unique famille. On reparle de Aichi dans quelques instants. Moi, cette fois, je trouve, je voulais qu'on reparle un petit peu des 3 plans de narration différents avant ça. Cette fois, les auteurs ont choisi de nous placer sur 3 plans de narration différents, ce qui me fait me dire que là, c'est décidé. À ce tome-là, ils savaient que le tome 20, ça serait le dernier. Je trouve que c'est assez symbolique d'une accélération du récit. Le fait d'accélérer en mettant 3 plans à la fois. Ah bah je suis complètement d'accord. Moi typiquement, et vous savez que j'ai quelques réserves sur ce titre depuis le début, mais là on est typiquement arrivé au moment où je trouvais l'intrigue mais passionnante quoi. Là pour la première fois depuis que je lisais Promised Neverland, j'étais vraiment dans le cas d'un page turner une espèce de boulimie de lecture. J'avançais et je voulais en savoir plus. On avait enregistré jusqu'au tome 15. Je n'ai pas pu m'empêcher de continuer ma lecture tellement là ce qui se passait était passionnant. Ouais, pareil, moi il fallait que je continue et moi je reviens un peu sur le dessin, j'en avais aussi parlé dans l'émission précédente, mais là vraiment en termes de dessin j'ai l'impression qu'on tombe dans le Demizu psychédélique. En gros elle a tout le loisir d'exercer son talent là dans des compositions un peu trompe-l'œil. On les voit souvent dans les couves ou dans les premières pages de chapitres. On se dit bon bah là elle a le temps de le faire, mais là elle a carrément fait tout un chapitre, 2 chapitres dessus où tu sens que c'est vraiment son truc. Ouais, mais les 7 murs, c'est le délire complet. Ah bah là, clairement, c'est une espèce de folie. Son truc de labyrinthe, c'est complet. Ouais. Avec c'est les 7 plans de narration, j'ai pas retenu les 7 idées, mais. Ouais. Si, c'est les 4 points cardinaux plus le temps et le temps et l'espace, quoi, combiné. Ça fait 6. Il y a manque un 7ème. Ah, j'ai oublié. On l'aura pas, mais c'est pas grave en tout cas. C'est le qui. Voilà. Mais c'était bien amené dans l'histoire. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Et justement, moi, j'aime bien quand Ray parle des théories quantiques, là où en gros il explique que notre subconscient crée un peu la réalité actuelle. Et c'est déjà, ça fait très science-fiction. Et ça, tu peux pas t'empêcher de voir du Matrix. Est-ce que t'es dans la matrice ou pas? Et en fait, Ray il explique ça à un moment. Moi, ça me fait rire. Julie, qu'est-ce que t'as pensé des 7 murs maintenant qu'on y était? On l'attendait, on y est maintenant. Oui, et puis en fait, tu t'attends à un truc hyper mystique parce qu'à un moment, on rencontre une espèce de dimension religieuse qui s'ajoute au récit. Et puis en fait, c'est quelque chose de très logique, quoi. Très simple. Voilà, très simple. Et finalement très simple. Et qui en plus est bien amené. Et t'es soulagé à ce moment-là d'avoir compris. Enfin, tu te dis ça y est, c'est pas trop compliqué, quoi. Bah Ray, tu vois, il est pas soulagé parce que lui, il était trop cartésien. Hein. Mais il pouvait pas. Mais ça aussi, après, c'est bien développé, je trouve. En tout cas. Ouais, Johnny, la narration, les 7 murs, là, t'en es où? T'es comment? Comment je suis? Là, moi, je suis au moment de la lecture du manga. Non, mais je suis à bout de souffle. Non, mais j'avais compris par rapport à la lecture du manga. Je te connais, je sais que t'aurais pu me répondre. Là, je suis assis. Non, mais là, en termes de temps, on est à 3 jours de la Tifari, donc on est le 7 novembre. Et autant vous dire en gros qu'à partir de maintenant, on va retenir son souffle à chaque tome. Et c'est exactement ce qui va se passer. C'est vraiment bien amené. C'est ce que disait Julie. Vous pensez pas malgré tout que les auteurs là savaient déjà exactement à ce moment-là qu'il fallait terminer le manga dans 5 volumes? Ah bah c'est quand même. Peut-être pas 5. Si. Non, peut-être pas 5. Ils ont voulu accélérer. Tu penses que qu'après ils connaissaient la date de conclusion? Non. Moi je suis persuadé que si, parce que à partir du moment où tu arrives dans cette dimension-là, qui est une dimension qui était inconnue jusqu'au début, au début du récit, là maintenant à partir du moment où tu arrives dans cette phase-là, tu sais que tu n'as pas d'autre choix que d'annoncer la suite scénaristique en fait. Je sais pas, moi j'avais vu pas mal de rumeurs comme quoi le début était vraiment énormément travaillé, le scénariste dans le sens où il avait tout écrit et qu'après à partir d'un moment il a improvisé la suite de l'histoire. Et c'est pour ça que je me dis qu'arrivé à ce moment-là, peut-être qu'il avait écrit les 5 derniers tomes d'un coup, mais je garde un peu en tête cette histoire de j'improvise et je m'empêche pas d'improviser. Ah non, alors moi je dis ça dans le sens où là on lui a dit, où ils ont décidé avec leur éditeur à ce moment-là qu'ils allaient terminer au tome 20 et qu'il fallait donc accélérer. Ouais, en fait possible. Là pour moi ils mettent la première pierre. Ils mettent la première pierre des révélations de à partir de maintenant on va pas non plus continuer à tourner pendant 15 ans autour du pot. Voilà, ça c'est la première pierre et on commence. Même s'il n'y a pas énormément d'informations à ce moment-là,
on commence à le faire. Dans ce tome 16, on donne enfin un peu d'épaisseur à Dawn et Gilda. Ça fait plusieurs fois qu'on essaye de leur donner un peu d'épaisseur. Ouais. Et là, ça y est, on leur donne. Non, mais on voit la volonté de se rebeller, leur aptitude à vouloir tromper Norman, leur alliance avec Aishi. C'est bon, ils réfléchissent, c'est pas juste des persos, c'est pas des figurants. Alors qu'en plus, c'est des persos secondaires, soit, c'est pas des figurants. Moi, on aurait pu penser qu'ils allaient se faire embrigader par Norman. Et au final, c'est pas le cas. Non, moi je pensais qu'ils étaient assez stupides pour se faire embrigader. Et après, heureusement, il y a les pages suivantes qui arrivent et on est content. Oh, moi, je suis désolé, pour moi, dans tous les cas, ces deux persos restent des personnages expédients. Et du coup, ils ne peuvent pas changer de nature. Oui, il peut pas y avoir que des personnages principaux dans le manga non plus. Voilà, et ils ne peuvent pas changer de nature d'un coup d'un seul. Et forcément, leur nature, c'est d'être affiliés à Norman, enfin pas à Norman justement, mais plutôt, à Emma et compagnie. Du coup, il y a un truc très logique pour moi de... la réalité est plus compliquée. Mais ça aurait pu être juste des figurants. C'est juste ça. Ils ont été figurants pendant très longtemps et là, ils ont un autre rôle. En même temps, comme il y a un afflux de personnages tertiaires et quaternaires, j'ai envie de te dire. Non, mais t'as raison. Hein. T'as secondaire, personnage secondaire, personnage tertiaire. Je sais pas où les caler Dawn et Gilda. Je sais pas où les caler. C'est le premier cercle. Aishi, on la met dans quelle case alors? Elle, c'est dur. Hein, parce qu'elle a quand même un rôle à part. Et même dans l'histoire, elle est à part. Enfin, moi, je trouve que c'est super émouvant d'avoir pensé à ce cas de figure, enfin, de la part des auteurs, de se dire, et si un des enfants avait été élevé par les monstres et offrait un autre point de vue, enfin, c'est assez intelligent, quoi. Oui, je trouve même que c'est dommage. C'est dommage que le personnage ait si peu de présence parce que on est dans Promise Neverland, on est dans un conte. Et elle, c'est une héroïne de conte. Bah ouais, elle est par des chiens. Bah des ouais, loups, c'est vraiment une héroïne de monstres. conte à part entière. C'est dommage qu'elle soit pas plus exploitée. Alors que tu sais, on voit Jean, on voit Yato, on voit Nat. Mais elle est badass à mort contrairement à eux et elle aurait mérité un rôle un peu plus. Ouais, mais elle a la barrière de la langue aussi. Ouais, mais non, elle parle justement. En vrai, là, moi je trouve qu'on a un vrai personnage secondaire dans le sens où si tu me dis que tu racontes cette histoire. Moi j'ai envie de dire ça c'est un vrai récit de manga tu vois. Là juste avec son histoire là j'ai un vrai récit et c'est vrai que je suis d'accord avec Max dans le sens où tu sais c'est un peu ça va un peu vite et tout genre bon alors qu'en fait c'est limite un cas unique dans tout ce qu'on a lu dans Promise Neverland c'est un cas unique de humains élevés par des monstres et bon c'est un possible. Peu gâché quoi c'est possible mais on s'y attendait aussi parce que la mouvance qu'on essayait de nous inculquer depuis quelques tomes c'était les démons sont pas si différents de nous. Et moi, quand elle est arrivée, Aishi, je me suis dit, bah oui, c'est comme les histoires des démons qui vont sur le marché et qui prennent de la viande. Aishi, elle a été élevée par un démon, comme quoi les démons sont pas tous méchants. Et pour moi, c'était un peu évident que ce passage arrive. Et en plus, elle a un design badass, elle vit avec des loups, c'est badass. Ouais. Donc, voilà, elle a tout le truc et elle sera utile après. En vrai, c'est un personnage principal. Et elle est sniper. En plus. Et elle remplace Hugo, qui était le sniper en chef. Et elle est muette. Non, elle est pas muette, puisque finalement. Au bout d'un moment. Mais oui, on apprend. Oui, au début, elle est. C'est très bien que les persos qui parlent pas, c'est que. C'est qu'ils ont juste des choses à dire, mais qu'ils veulent à raconter. Mais ils veulent pas dire à tout le monde. Ouais, pas alors, c'est pour que toi tu creuses. C'est ça. Et on arrive enfin dans ce tome sur le flashback tant attendu, le flashback sur les origines du monde et de la promesse d'il y a 1000 ans. Je pensais pas qu'il allait arriver finalement. Je me suis dit bon, on nous a dit que ça existait. Je m'attendais pas à le voir présenté. Au pire qu'on allait me le raconter, me le détailler, mais je m'attendais pas à voir le flashback entier. Mais encore une fois, je trouve que c'est bien amené et c'est vite ficelé. Tu sais, il y a une espèce de pack. Donc allez, hop, on fait le truc pour que les gens soient pas perdus ou qu'au moins ils se disent pas c'est incohérent, on n'a pas compris, etc. Vous avez besoin de ça pour comprendre. On reste sur les rails de l'histoire et on avance malgré tout et ça tient en quelques pages, quoi, en 2 ou 3 chapitres et ça est réglé et ça suffit finalement pour que toi t'aies suffisamment de carburant pour continuer à lire l'histoire. Donc carrément, je suis d'accord. Puis on arrive donc enfin aux origines de cette promesse qui est quand même pourrie. Ils étaient même pas obligés de la faire finalement, Hiver qui est erratrice, cette promesse. Ils étaient pas obligés d'aller au 7 murs, d'aller voir Schmilblick. Si, ils étaient obligés parce qu'ils étaient exaspérés. Non, c'est pas ça, mais c'est qu'il fallait. Parce que le monde avait déjà été séparé, il s'était déjà fait une promesse entre eux. Ouais, mais là c'est séparé, comment dire. C'est vraiment qu'il n'y a aucun contact. En fait, on peut pas le faire. Là, c'est séparé de manière avec des pouvoirs. C'est-à-dire que si un mec veut y aller dans l'autre monde, bah il peut pas. Il faut qu'il emprunte un certain passage. Et ces passages ont été créés par Schmilblick finalement. En fait, c'est ça. Mais même ça, c'est pas spécialement explicité. Et c'est ça justement où moi c'était flou. Je fais, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Les mondes sont séparés. Est-ce que c'est juste ils ont mis une frontière physique et il y a des gens qui se
surveillent avec des fusils, ou est-ce que quantiquement dans la physique quantique, ça a été séparé. Et pour moi, c'est ça en fait. De manière quantique, on peut pas atteindre l'autre sans passer par la magie finalement, ou un truc magique quoi. C'est là où c'est là le flou. Ouais. C'est pour ça que pour moi, on a d'un côté ce truc de l'origine du monde de Promise Neverland, mais qui en fait, on nous raconte pas l'histoire du monde, on nous raconte l'histoire du clan Ratri, et c'est ce qui va revenir plein de fois dans les autres tomes. Tu vois quoi comme message final à ce tome 16 ? Moi je vois surtout avec comment les enfants, en tout cas Emma et Ray se retrouvent perdus comme ça dans leur questionnement. Le message c'est que en tout cas les enfants, leur naïveté et surtout celle d'Emma quoi, elle est un atout pour façonner le monde, et qu'il faut rester super optimiste parce que voilà, ils ont cette façon de pouvoir être naturel et de pouvoir passer à travers ce que nous on pense être un fardeau ou ce qu'on s'impose comme étant des choses, des épreuves, etc. Et t'as Emma qui fait non, c'est pas compliqué, c'est super simple, et puis elle passe à travers les mailles. Cette naïveté lui sert à rencontrer Schmilblick. Sur internet on l'appelle lui aussi. Ou The One. Ah non, il a un grand manteau et des lunettes noires. Je suis désolée. C'est Baby Freezer, on avait dit non. Et Schmilblick, c'est nous. C'est juste. C'est notre avis. Mais effectivement, cette naïveté, ça lui sert. Ah bah oui. C'est son arme ultime quoi. En fait, elle est à l'inverse des décisions de l'époque. C'est ça. Ouais. Parce que justement, à l'époque, ils n'ont pas pris cette décision. Et c'est le moment où les choses vont changer, c'est le moment où Emma et compagnie sont là. On ferme le tome 16, on le range dans la bibliothèque, on prend le tome 17, on l'ouvre et on arrive sur... Tu me vois faire les gestes en même temps, ça qui fait rire. Je suis pas du tout d'accord avec toi. C'est pas comme ça que tu ranges et que tu ouvres les bouquins ? Ah mais pas du tout, moi tous les tomes là ils sont à côté. À ce moment-là de ma lecture, toi tous les tomes sont à côté. Très bien. Et là on est parti en mode ligne droite F1, là je continue tu vois. Mais alors moi si je fais ça, je perds mes mangas. Parce que j'ai d'autres piles de plein de bouquins. Genre la pile des arrangés, la pile des je sais pas. Écoute, moi j'ai fermé le tome 16 et j'ai attendu que le tome 17, et donc j'ai eu peur, je me suis essuyé les fesses et après j'ai tiré la chasse d'eau et ensuite merci Johnny. Merci Johnny. C'est la façon dont Johnny lit ses mangas. J'adore cette poésie innocence enfantine dont tu es si fier. Tome 17, donc on retrouve Sanjo et Mujika, ils vont rejoindre la team Bon Côté et l'attaque sur la capitale se déploie peu à peu. Le plan normal se déroule sans accroc avec son agence Tourisque et aucun nouveau personnage n'arrive parce que c'est bagarre ce tome. Je vais faire une petite citation du manga. J'aime bien la façon dont c'est écrit, dont ça a été traduit. Vil félon, honte à toi, tu aurais voulu usurper le trône, eh bien ton arrogance a été punie, infâme criminel. Ça c'est le duc Iverk, c'est lui qui a fait la première promesse, c'est le lèche-botte en chef de la reine. Et je l'imaginais parler comme ça. Avec une petite voix félon, vil félon. Comme un noble. Oui, exactement. Un noble sale. Je m'y mets un noble sale. C'est donc le tome de la convergence. Tous les personnages sont en route pour la capitale des démons pour une bataille que j'imagine donc être la bataille finale, moi, à ce moment-là. Ah bah là on est pour moi on est vraiment dans un tome de One Piece. On est sur Alabasta, tu vois, genre tout le monde sait où est le point de convergence. On nous laisse un petit tome pour attendre que les gens rejoignent, mais pour moi c'est un des trucs les plus risqués que tu peux faire en manga, c'est-à-dire séparer tes groupes et faire en sorte que tous se rejoignent au même endroit. Mais en même temps c'est un classique. C'est classique de faire ça. Oui, mais c'est risqué si tu suis pas. Je sais pas, depuis One Piece, il n'y a plus de game, non? En fait, justement, je trouve que c'est pas si classique que ça. Ouais. Tu vois, je trouve que One Piece a établi ce code, mais je connais pas 15 000 mangas qui font ça. Dans Naruto aussi, à un moment, la Grande Guerre, ils sont tous éclatés, ils ont tous leurs opposants. Et... Dans Bleach, on a ça sur la fin aussi. Moi, je l'ai vu, j'ai l'impression de le voir dans plein de mangas. D'accord, vous avez décidé de m'énerver. Je vous donne raison, mais ok, très bien. Mais effectivement, dans One Piece, c'est un classique aussi. Hein. Mais un point chacun. Coup, Moi, je dis juste qu'on a tous raison. Je vais vous retrouver. Hein. Je sais où vous habitez. Hein. Oui, Joe, qu'est-ce que t'as pensé de ce tome? Non, mais moi, je rejoins Cagnard parce que j'arrive pas à donner des exemples précis de machin était là, était là, et après ils sont tous là.
Et pour le tome 17, sinon ouais, tome 17, c'est clairement le tome 100% action, énormément de rebondissements. On a une alternance vraiment entre divers points de vue. Et franchement, au début, ça peut être un peu déroutant parce qu'il faut vraiment se mettre à la place d'un personnage différent rapidement. Mais en vrai, si on suit ça, c'est assez palpitant. On est à fond dedans, donc ouais. Et à fond dans Norman. Tu l'attendais, ce Norman-là, toi. Le Norman machiavélique, c'était évident, et c'est qu'il avait presque tout prévu, parce qu'en vrai, il n'y a pas vraiment tout prévu. Mais il enlève le masque. Moi, Julie, t'étais pas là, toi, dans la dernière émission où on commençait à dire Norman, il tourne en méchant, gna 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 gna. Moi, j'avais dit, première émission, Minerva, il sera pourri. Mais je demande à revoir cet audio. T'as aucun espoir dans l'humanité, toi, de toute façon. Bon, qu'est-ce que t'as pensé de Norman ? Non, mais après, c'est quand même intéressant de voir que, voilà, c'est, comment dire, tu sais, la faction dure, quoi. Celui qui veut vraiment que ça saigne un bon coup, et puis paf, on verra bien. Mais bon, pour sa décharge, c'est que les monstres qu'il a en face dans le palais royal, ils sont quand même bien pires que lui, et la reine en tête, quoi, elle est vraiment monstrueuse à tout point de vue. Gillan est monstrueux, la reine est monstrueuse. Ils sont tous là, on est sur une espèce de une vraie salle de château. Tu sais, on imagine toujours les gens. Tu vois, c'est très tragique, avec beaucoup mais tu vois, Norman, lui, il fait pas il fait la distinction. Eux, ils sont pires que lui, mais ça n'empêche que c'est pas pour autant qu'il va épargner le pauvre petit veuve et l'orphelin qui sont en dehors du château. C'est ça qui est un peu sale pour Norman. Il commence à toucher dans tu vois les son choses, visage, de toute façon, elle l'a dessiné à ce moment-là d'une autre manière qu'à la fin du manga, par exemple. Cagnard, qu'est-ce que tu penses de toute cette scène, de tous ces moments ? Sur quoi tu veux t'attarder, toi ? Tu sais, avec la tentative d'assassinat sur justement Moudika, je trouve qu'on voit parfaitement bien le côté manipulateur de Norman, et c'est ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que en vrai, il a une armée à son service. Et je trouve que ces soldats, c'est comme s'ils avaient subi une espèce de lavage de cerveau. Et c'est pas la première fois qu'on voit ça. Le Suicide Squad que Norman avait, c'est la même. C'est des sortes de drogués fanatiques idéologiques. Je peux pas, je peux pas leur imposer ça. Genre, ils ont vécu des trucs horribles, mais on est en présence de personnages qui ne sont pas rationnels. Qui sont vraiment en train de réagir, genre vengeance. Quelque part, ils sont peut-être plus rationnels que Emma, qui est dans une espèce de on va tout réussir. Peut-être pas plus humain, Pas pour le Shonen Jump. Ouais, d'accord, dans ce sens-là. Évidemment que c'est Emma qui a raison, mais je trouvais ça intéressant, le fait que Norman, on sait pas vraiment ce qui s'est passé avec ce nouveau crew. Il y a le trauma là. Et compagnie, mais moi j'ai vraiment l'impression d'un mec qui a embrigadé ces soldats, et ces soldats ne se posent plus la question, et surtout non plus de réflexion personnelle. Ils agissent, ils appliquent les codes, et j'ai vraiment eu à certains moments des côtés où j'avais l'impression qu'ils étaient drogués, tu vois, qu'ils étaient complètement fanatiques. Ils ont été drogués pendant des années, et on parlait de figurants, de personnages secondaires, tertiaires. La Suicide Squad, vous la mettez dans quelle case ? Parce qu'on n'a aucun background, on n'a pas eu de flashback avec eux, on nous a rien montré, quoi. Ouais. Moi, je les vois vraiment comme des enfants soldats. Oui, c'est vrai. À qui on a imposé quelque chose, et tu sens qu'il y a un côté malsain là-dedans, tu vois. Il y a un côté où, en fait, ça devient malsain à partir du moment où ils ne réfléchissent plus d'eux-mêmes. Cagnard, il y a quelques secondes, tu parlais d'enfants soldats. Ça me rappelle que la dernière fois que tu avais parlé d'enfants soldats, c'était dans As-Class, il y a quelques émissions. On peut faire un lien en parallèle ou pas du tout ? Grave, il y a un parallèle où vraiment, et pendant Assassination Classroom, je vous avais parlé du fait d'avoir beaucoup de personnages qui sont des personnages principaux, et que dans ces cas-là, tu peux avoir qu'une cellule forte et entouré d'autres personnages, et ça m'a donné vraiment un vrai feeling à la Assassination Classroom, le moment où justement ils sont là genre mais comment on va faire pour partir à la capitale ? Nous on arrive, on a des chevaux et on sait monter des chevaux, et tu sais c'est vraiment en vrai c'est un Deus Ex, tu vois, c'est genre ça tombe bien, dis donc, vous pouvez nous prendre d'où l'accélération du récit à ce moment-là, il fallait résoudre des soucis, quoi. En vrai je trouve ça complètement foireux, c'est des personnages qu'on connaît pas très bien, mais en même temps c'est un procédé un peu obligatoire quand tu mets autant de personnages en scène, et c'est pour ça que ça m'a rappelé Assassination Classroom, c'est-à-dire il faut donner une utilité à chacun. Exactement, t'as un corps de personnages, ça c'est une chose, mais il faut que les autres personnages soient là quand même et servent à quelque chose. Et là en vrai ils servent à rien d'autre que dire on a des chevaux, et ils font vraiment un clin d'œil, littéralement. Mais ils font un clin d'œil, genre mieux valer des chevaux que des motos, tu vois.
Mais non, mais je m'en fous qu'ils sortent. Mais tu sais, s'ils avaient sorti des motos. J'étais en train d'imaginer, je suis mécanicien en fait. S'ils avaient sorti des motos, ça aurait été la même. Ça aurait été dans Assassination Classroom de dire, on est tous là. Bon, moi c'est un truc que j'aime pas trop parce que c'est des persos que voilà, je sais pas qui tu es et les persos qui ont dit maintenant on a des chevaux, je ne savais pas qui ils étaient en vrai, tu vois, je me souvenais pas vraiment qui ils étaient, mais ils étaient un facilitateur narratif. Revenons au château. Et enfin, on découvre une reine ultra surpuissante en mode boss de niveau. Elle arrive comme ça. Ouais. Moi j'ai aucun problème, je suis la reine, je me bats jamais, mais quand je me bats vous allez voir. Ah mais elle bouge pas hein. Ah non, elle bouge pas hein. Moi, au début je pensais pas que c'était à ce point là moi qu'elle était si forte en termes de boss de niveau. Je voyais plusieurs puissances, bon effectivement il y en a plusieurs, mais là elle est quand même très 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 haute. Et après en termes de chara design, en termes de dessin, franchement j'ai l'impression qu'on est vraiment dans le climax de la série quoi. Le climax du chara design dans le sens où tout ce personnage-là, mais tu sens qu'il est travaillé et tu sens qu'elle met pas 2 secondes en fait la dessinatrice à le faire. Tu vois ses habits, tu vois son visage quand il y a un zoom avec les milliards de cils qu'elle peut avoir. Tu te dis, elle a vraiment tout mis là-dessus. Sur cette reine qui est vraiment ultra puissante. Elle voulait que ça soit vraiment un personnage emblématique aussi dans le design. On a pensé quoi toi Julie ? Ouais, mais en même temps moi je trouve que c'est un peu une caricature tu vois de reine. Enfin, je comprends ce que tu dis, elle est grande, elle est imposante, elle a un nom imprononçable. Mais... N'hésite pas, tu avais prévu de le prononcer d'ailleurs. Alors, je crois que c'est Lagravalima. Ouais, bien joué. Bien dit. Voilà. Elle parle mais il faut japonais, le dire plus vite. Rien à voir. Mais non, mais je trouve que en même temps, elle est imposante, mais tu sens aussi que elle est là, elle est décadente. Enfin, elle représente quelque chose qui est en train de se terminer. Et en plus, c'est vraiment pour moi le symbole d'une société basée sur la consommation qui ne connaît plus de limites, quoi, qui a perdu un peu Sauf sens. Qu'elle est en train de tuer tout le monde et de gagner là à ce moment-là. Oui. Et c'est ça en fait aussi qu'elle représente. Tu vois, c'est vraiment le truc de la peur. Enfin, c'est le croque-mitaine ultime qui est là pour actionner tous les boutons pour faire paniquer les gens. Et les enfants surtout quoi. Donc c'est vrai qu'elle est pas mal quoi. Cagnard, tu lèves le doigt. Bah oui, parce que justement moi je trouve que l'introduction de la reine elle est un peu nulle parce qu'en vrai on l'a jamais vue jusque là, tu vois, elle défonce tout le monde. C'est attendu hein, c'est un boss de fin. Ouais, mais évidemment c'est progressif. Oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord qu'ils affrontent pas du tout la reine tout de suite, mais en fait, ce qui m'a paru intéressant à ce moment-là, et j'aimerais bien qu'on s'arrête 2 secondes là-dessus, c'est que là, on est dans une séquence où on met en scène des monstres. Alors qu'on est bien d'accord que depuis le début du récit, c'est humain contre monstre. Sauf que là, en fait, on arrive typiquement dans une phase où c'est monstre versus monstre. Personne n'est stylé, tout le monde est dessiné enfin tous les monstres sont dessinés de manière un peu dégueulasse, monstrueuse, monstrueuse on va dire. Et je trouve que c'est assez ouf la manière dont très rapidement on arrive à se dire qui sont les gentils, qui sont les méchants, alors que tout le monde est dégueu. On n'est pas dans des persos stylés, ténébreux ou autres. Tu sens qu'ils essayent de mettre des petits trucs comme ça, mais je trouve ça assez génial de dire que là on est passé du côté des monstres, et même du côté des monstres on arrive à prendre parti, on arrive à savoir ok, lui il doit être gentil, lui il doit être méchant, lui ça doit être un traître, alors que c'est que des monstres avec t'en as un qui a 15 yeux, l'autre qui... Oui, ils ont pas d'expression humaine quoi. En fait ils ont pas d'expression qu'on peut comprendre, ouais. Ils ont pas d'expression cool. Aucun n'est cool, ils sont tous dégueux. Vraiment. Avez-vous compris le message du Kenya? Non mais ça explique aussi pourquoi ils ont mis plus de 2 ans à trouver la bonne personne pour faire le dessin de ce manga. Et je trouve que c'est assez fort, et en fait ça je trouve que c'est complètement inédit. Techniquement, d'un point de vue de dessin, tu dois pouvoir déterminer qui est le méchant, qui est le gentil. Sauf que là, on est passé dans la phase où c'est monstre entre monstres, et je trouve que pourtant c'est logique. Tu comprends très bien. Parce que ils sont aussi, c'est pas les monstres que t'avais au tout début qui étaient semi-humains. Enfin, non, parce que là t'arrives dans leur hiérarchie au plus haut de la pyramide des monstres. Mais c'est les plus civilisés, les plus éduqués, les plus vieux, souvent aussi. Le seul truc qui diffère, c'est les masques, à la limite. Mais là, on a un vrai affrontement monstre entre monstres, et je sais pas, j'ai trouvé que c'était assez fort.
Dire que là, on sortait les humains de cette histoire complètement. Donc, nous, en vrai, lecteurs, et on doit prendre parti. En vrai, on n'a pas notre place et on doit prendre parti dans le clan des monstres. Et j'ai trouvé ça assez fort visuellement de réussir à prendre parti. Sauf que ça se termine d'un coup. Ouais. La reine gagne et là débarque Norman et la Norman Suicide Squad. Ouais. Et pour reprendre ce que tu disais juste à l'instant, eux aussi ils sont très forts parce que c'est quand même des petits gamins qui ont vécu des choses terribles et qui sont peut-être hors normes, effectivement, très intelligents, très puissants, très vifs, etc. Mais ça reste des enfants humains face à des monstres qui sont 100 fois plus vieux, forts et vifs. En vrai, le rapport de force, il est pété. Incroyable, notamment Zazie qui a 5 ans. Non mais oui. Alors, ok, pour un enfant de 5 ans, Zazie est assez fort. Très grand. Ouais. Mais pour un enfant de 5 ans, il est quand même balèze, ce Zazie. Il y a des petites diphtongues sur le dessin en plus où tu vois. En fait, Zazie, tant qu'elle a pas enlevé son masque. Il ou elle Il. Ouais. Et très grand, dès qu'il enlève son masque, tu vois qu'ils essayent de le rendre un peu mignon. Il est jeune. Mais une fois que son masque est découpé par la reine, à un moment donné, il essaye de le remettre découpé. Et ça m'a fait beaucoup rire ce dessin. Il servait à rien, il était vraiment au fond de case, mais à un moment donné, il essaye de remettre son masque découpé. Ouais. Et il a l'air tout idiot. Et voilà, ça me fait très. J'aime beaucoup Zazie. À la fin de ce tome, donc, il y a un petit miroir sur la fin de deux personnages. D'abord, la fin de Gillan, tué avec son noyau écrasé par le talon aiguille de la chaussure de la reine. Aïe aïe aïe. Génial cette scène, moi j'ai adoré. Ouais, moi j'étais triste. À la toute fin du tome, à la fin de la reine, tué un peu de la même façon, mais par l'épée de son frère qui explose le noyau. Et voilà, j'ai vu un petit miroir comme ça. J'ai l'impression que les auteurs aiment bien faire des miroirs, des parallèles de ce type. Ouais, tu sais quoi, moi j'ai vu un parallèle, c'était pas le même que le tien, mais j'en ai vu un qui était plutôt intéressant entre Gillan et Norman. C'est-à-dire Gillan, c'est un perso qu'on connaît depuis pas très longtemps. Ouais, 3 tomes, 4 tomes. Ouais, mais tu sais, il est pas là depuis le début de la série et je trouvais qu'il y avait vraiment un truc, genre Gillan lui aussi, c'est devenu un leader qui est prêt à se salir les mains. Et surtout, il avait cette figure idéologique qui a su donner de l'espoir à son peuple. Et ça, je trouve que c'est exactement comme Norman, tu vois. Il leur a donné un objectif et comme finalement comme Julius et Iverk à l'époque, quand ils ont fait la promesse, ça aurait pu être l'un et l'autre. Ça aurait pu être les Norman et Gillan de ce temps-là. Exactement, et c'est pour ça que je trouve que c'est un personnage qui est plutôt intéressant à mettre en parallèle avec Norman, c'est-à-dire que c'est un personnage qui voulait le bien de son peuple et qui voulait mine de rien une sorte de vengeance. Et Norman, on peut pas se dire qu'il n'aspire pas à la vengeance aussi, tu vois. Il veut la vengeance. Bah oui, il veut la vengeance, c'est ce qu'il vient de dire. Mais mais c'est ça qui est triste en fait avec Gillan, c'est que tu le comprends et tu te dis bah ouais, le mec il a vraiment pas eu de chance quoi, juste parce qu'il a voulu dénoncer sa classe politique qui voulait pas aider les pauvres, et ben ils l'ont trahi et tu fais mais en fait il est gentil et tu te dis merde, pourquoi il est tombé si bas et pourquoi on le tue. Voilà, moi c'est vraiment, j'étais triste. Bah, c'est exactement ça que je vois qu'il y a un parallèle avec Norman de tu finis par tellement être omnibulé par ton objectif que t'en viens à sacrifier plus ou moins ton propre peuple, tu vois. Ouais. Ce qui arrive. Et puis la reine qui reconnaît Norman, qui lui fait oh je te reconnais, t'es un petit que je vais bouffer. Ça c'est toi que je voulais. C'est un peu bizarre, je trouve. Là moi je trouvais que c'était un peu une petite pirouette scénaristique, tu vois, sur la reine, genre la viande qu'elle a voulu se garder de côté et pas donner aux dieux, finalement c'est elle qui provoque sa propre mort, alors que ironie. Quelque part en soi elle a pas respecté la promesse, c'est-à-dire de donner la meilleure viande aux dieux. Là elle l'a pas fait. C'est pas quelque part en soi, c'est ça. Elle a pas respecté parce qu'elle devait donner Norman et elle l'a pas fait. Mais d'ailleurs Emma elle a fait une promesse mais on sait pas quoi. Non, à ce stade on connaît pas la promesse et on va pas le connaître. Tout simplement. Et voilà. Cagnard, comment on termine ce tome ? Avec les dernières pages, et là moi j'ai eu un sentiment de putain, mais Dorman c'est devenu Griffith quoi. C'est vraiment une histoire de, tu sais, tous les dieux sont par terre, genre mais qui a fait ça? Et Griffith arrive et dire oui, c'est moi, le souillon, le souillon que vous n'espériez pas voir. Je fais une Griffith du manga Berserk. Oui, pardon, du manga Berserk, et je trouve qu'il y a un côté vraiment très cool le mec qui était une quantité négligeable, une quantité alimentaire à la base, c'est à cause de lui
que la fin de la reine est arrivée, quoi. Et on enchaîne avec le tome 18 façon cagnard, donc on jette le tome 17 au bout du lit et sur la pile à côté on prend le 18. Et voilà. Dans le tome 18, que se passe-t-il? Ray et Emma réussissent enfin à retrouver Norman. Ah, on est là. Mais c'est trop tard. La reine est morte, la famille royale est morte, les démons sont morts, tout le monde va mourir. Mais le contre-plan est en marche. Sanju et Mujika tentent de sauver certains démons contaminés. Et une reine V2 revient, tout comme un certain Peter Rattree. Le nouveau personnage de ce manga, c'est la seconde forme de la reine, les Gravalima. Ah bah c'est pas la Gravalamina. Ah c'est les ou la? Bah je sais pas. Ah on a noté deux trucs différents avec Julie. Julie elle a mis la gras. Et moi j'ai mis les gras. Ah bah c'est peut-être les gras. Eh ben j'ai aucune idée. Mais c'est la seconde forme. Exactement, c'est la seconde forme. Au début c'est la Gravalima, après elle se transforme en les Gravalima. Bah le gras, parce qu'elle est vraiment grasse pour le coup dans cette seconde forme. Petite citation d'Emma pour symboliser ce tome. Il n'y a pas de honte à se sentir faible du moment que tu es d'accord avec toi-même. Bam, punchline d'Emma. J'aime bien, des fois elle en lâche des petites comme ça. Ça c'est bien une phrase d'Emma. Maxime, je me sens faible. Eh bien, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte si tu es d'accord avec toi-même, Cagnard. Ah bah ça me fait plaisir. Oh bah ça me fait plaisir. Ce tome 18 démarre donc par l'affrontement rhétorique entre Emma et Norman, un classique de ce manga, hein. C'est le dernier d'ailleurs quasiment du titre, mais voilà. Faisons un hommage, une minute de silence. Non, ça va être long. C'est trop long, limite. Non, mais il y a une confrontation nono avec Ray et Emma. Mais en vrai, bah, je sais pas, on s'y attendait tous de toute façon au revirement de situation qui suit cette rhétorique. Et de toute façon, la couve du tome 18 annonce la couleur. Faut pas se leurrer. Enfin, le spoil le plus total de la série, c'est cette couve de 18. Ah, le mec rage encore. Non mais c'est pas ça, mais les gens ils se plaignent à chaque fois en regardant les coups en disant spoil, alors qu'en vrai c'est juste une image. Alors que là, tome 18, allez-y, vous pouvez dire spoil. En tout cas, c'est à ce moment-là qu'on apprend la maladie de Norman, qui justifie donc tous ses actes répréhensibles. Voilà, ça y est, on sait pourquoi il a fait ça. Ça réhabilite le personnage hyper facilement. Ouais, un peu Après, trop. je suis d'accord que c'est un changement qui est complètement attendu de Norman à partir du moment où il est vivant. Tu sais qu'il va rejoindre le clan des alliés, si je peux dire ça. Mais honnêtement, je trouve que c'est plutôt bien fait, tu vois. Et j'aime bien ce délire où il redevient littéralement un petit garçon qui a peur et qui demande de l'aide à ses amis parce qu'en fait, il va mourir. Et de ce que j'ai compris de Norman jusque-là, en fait, il s'était complètement isolé. Il avait décidé de gérer tout par soi-même et tout. Et là, en fait, c'est le moment où en fait, je peux pas aller plus loin que dire c'est redevenu un petit garçon. Un petit garçon qui a peur, ça. En fait. Mais c'est pratique c'est bien fait, t'as raison. Je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est la meilleure solution pour réhabiliter le personnage, pour enchaîner sur la fin du manga, tout simplement. Surtout que là arrive face à eux la reine V2, le comeback, la reine qui était morte, elle est de retour. J'ai pas compris au début qu'elle était de retour. Bah, elle est pas tout à fait pareille, quoi. C'est ça, un retour assez monstrueux, assez impressionnant, gros trip de dessin, je pense. Ça a dû lui prendre des heures. Ouais, ça doit être mais j'adorerais discuter de cette partie-là avec les dessinatrices. Et là, on voit une reine encore plus avide, encore plus cupide, insatiable. Elle a les meilleurs défauts du shonen manga, du Jump. Elle est parfaite à ce moment-là. Le monstre ultime que j'adore. Bah en vrai c'est le tueur de Seven, tu vois. Elle reprend vraiment tous les péchés capitaux, tu vois. Et bah mine de rien, je trouve qu'on en apprend plus sur la reine et surtout sur son frère. Et tu vois qu'il y a vraiment un truc où elle a littéralement été bouffée par son ambition. Et quand je dis bouffée, je parle de manière littérale. Et tu vois la différence avec son frère où lui a décidé de ne pas être bouffé. Et je peux pas dire par son ambition mais par sa faim. Mais il a décidé de ne plus manger d'humains. Et je trouve que c'est hyper intéressant dans le sens où lui-même dit il faut pas le faire. Mais quand on lui dit tu ne mangeras plus d'humains, il est pas serein avec cette décision. C'est bien le fait qu'il soit pas serein avec ça. Je trouve que c'est bien que ça soit ambivalent. C'est pas manichéen et c'est cool. Alors que techniquement, lui, on pense qu'il ne mange plus d'humains depuis des années. Mais là, au tout début, quand il avait quitté les gamins, on le voyait en disant moi, ce que j'aime, c'est la chasse aux humains. Il était resté là-dessus et il a continué à réfléchir. Mais en soi, la reine ne chassait plus. Non. La reine, elle voulait manger, elle voulait pas chasser. Elle voulait manger et je trouvais qu'il y avait une petite différence qui était assez notable dans le sens où elle a été bouffée par son ambition. Lui a décidé de prendre
le choix inverse, de ne plus manger d'humains. C'est une très belle opposition. Qu'est-ce que t'as pensé de tout ça, Joe, toi, de ce passage ? Non, moi je reviens surtout sur la forme du dessin sur cette V2, parce que clairement ça m'a fait penser à du Full Metal Alchemist, c'est vrai. où en gros le passage de la difformité humaine là, avec toutes les têtes, tu peux pas t'empêcher de pas voir la tête d'Envy en fait qui est dedans, parce qu'il a un peu la même forme dans FMA, complètement même. Bon, après FMA c'est Square Enix, donc bien sûr ils vont pas l'avouer que c'est un hommage à ça, mais enfin t'es obligé d'y penser. Si t'as vu FMA avec Envy, quand tu vois la reine, ouais. Oui, c'est ce que j'allais dire, hein, pas le prénom parce que je pouvais pas le prononcer. Tu penses à lui. Donc tu sens un peu le côté homunculus, le côté. De toute façon, Kaiju Shirai a toujours dit qu'il était un gros lecteur de manga, donc il y a quand même de fortes chances qu'il ait lu Full Metal Alchemist, quoi. Cagnard, le dernier mot sur cette scène assez impressionnante de la reine. C'est pas un dernier mot en fait, c'est juste moi qui ai été vachement critique sur cette série depuis le début, hein. On peut retrouver mes avis sur tous les premiers épisodes. On peut retrouver mon sens critique de mes meilleurs avis. Voilà, 36-15 Cagnard, enfin vous connaissez, hein, toi-même tu sais, 6-12-12, envoie Cagnard, tout ça. Là, franchement, je suis à fond dedans. Et tu sais quoi, c'est à cause d'un truc très con, mais on est du côté des monstres. Toi, c'est ta fin de série à toi. Toi, c'est ta fin ultime. Mais moi, le manga s'arrête là au tome 18 pour toi. Je suis à fond, c'est genre limite, putain, vous m'avez raconté des trucs inintéressants depuis le début. Sauf que là, on est dedans, on est du côté des monstres. Et en fait, seul du côté des monstres, on peut avoir le background de l'histoire, les guerres entre frères et sœurs et compagnie. Mais là, moi, je suis à fond. Là, je suis dans Game of Thrones. Et j'aime pas Game of Thrones. Mais je suis dans les vraies intrigues, politiques, familiales et compagnie. Et je trouve que c'est trop dommage d'avoir attendu ça, tu vois, pour en arriver là. Mais moi, je suis à fond en tout cas. Mais Johnny adore Game of Thrones. Non, mais moi j'adore, mais ouais, c'est vrai ça. Tiens, j'adore Game of Thrones. Pourquoi on ferait pas un truc sur Game of Thrones, un petit parallèle? Bon, en tout cas, non, mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec Cagnard là-dessus. C'est que le tome 18, pour moi, c'est vraiment l'apogée, et clairement à la fin du tome 18 je me suis dit c'est bon, le reste on peut je suis sûr que ça va pas être aussi bien. Et là clairement le tome 18 t'as plein de rebondissements. Quand tu crois que la menace est finie, et en fait il y en a une nouvelle qui arrive, et voilà, t'enchaînes. C'est le principe du cardio training, le fameux concept de ce manga. Pas de temps mort. C'est ça, un chapitre par semaine. Il faut tenir le lecteur pour qu'il achète le magazine la semaine suivante. Ouais. Tu dois enchaîner. Parce que d'habitude t'as quand même un moment où tu souffles un coup et tout, et là je trouve qu'il y a vraiment une espèce de... En fait, ils se sont fixés un rythme et ils gardent le truc. Et on y va. Il y a plus de rythme, il y a plus de respiration depuis le refuge, quoi. Ouais. Faut apprendre à respirer très vite, quoi. C'est ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase de sentiment que j'ai eu? J'ai eu l'impression que la régression des démons symbolisait la vieillesse humaine. Voilà. C'est pas faux. C'est un petit truc que je me suis dit à ce moment-là. Non, c'est pas faux, mais par contre ça me fait poser une question, c'est que effectivement si tu manges des humains et que tu meurs pas, au bout d'un moment en fait ta population, si elle meurt pas, elle devient trop grande et il faut réguler tout ça. Donc t'es obligé d'avoir une régression pour parce que sinon tu peux pas avoir 1 milliard d'humains, parce qu'il faut encore faire plus de fermes. Et à un moment ils en parlent d'ailleurs, je sais plus si c'est dans celui-là ou après, mais il faut qu'il y ait des pauvres qui meurent, parce que sinon tu pourras pas les nourrir. Tout simplement. Gros problème des histoires de science-fiction en général. Voilà. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec Glo dans le sens où a priori ils vivent pendant des milliers d'années, j'ai pas dit millions, des centaines. Et c'est vrai qu'à un moment tu te dis que d'un point de vue mathématique ça correspond pas en fait. C'est pour ça qu'il faut faire régresser. Et puis surtout, ils mangent des enfants. De 1000 habitants, c'est pas. Donc, oui, mais ils mangent des enfants humains. Oui, mais ils mangent des enfants humains. Tu vois, mais qu'est-ce qui arriverait s'ils mangeaient des humains vieux? Ouais. Peut-être ce serait pas la même chose. Peut-être ce serait meilleur. Je sais pas. Non, mais il serait avec une canne. Non, mais mine de rien, on reste quand même sur la thématique de tout ça, on s'en bat les couilles, hein, les enfants. Parce que là, vous vous posez des questions que ça a été les écarté, auteurs n'auront pas les réponses, tu vois. Donc, d'ailleurs, on s'en bat aussi les couilles de la promesse des mains, hein, parce qu'on revient pas dessus. Je vous le rappelle. Ouais, mais moi, dans le tome 18, il y a toujours pas de. Tu sais que ça va être, tu vois, une fois que les 7 murailles sont tombées, j'allais dire, la promesse des mains, ça va être le dernier pilier qui va faire tenir le truc jusqu'à la fin. Ouais, mais c'est ça qui est relou. Quoi. On vous dit, allez, tiens, en fait, il y a une promesse. Bon, allez, oubliez-la juste pendant 3 tomes, hein, les gars. Bah non, tu l'oublies pas, mais tu sais que ça va être la carotte qui va te faire avancer. Moi, j'en avais déjà parlé, hein, les tricks scénaristiques comme ça de on verra après. Moi, ça m'énerve au plus haut point. C'est vraiment ça. Et tu vois, ça, c'est très coréen. Dans les dramas coréens, moi, j'avais vu un truc où j'ai failli arrêter à l'épisode 2. À l'épisode 3, ils te font un bond dans le temps en disant waouh, putain. Et là, ils arrêtent.
et tu le revois pas 8 épisodes après. Donc en fait, c'est pour que tu restes jusqu'au bout, 8 épisodes. Évidemment. Abusé. Bien sûr, moi je sais pas, je m'y attendais. Pour moi, c'était évident qu'on allait pas revenir dessus tout de suite. Bah ouais. Et que ça serait un des trucs à la fin. On n'allait pas l'avoir. Ouais, donc j'ai même pas cherché à savoir. Je me suis dit, ok, c'est pour plus tard. Très bien, ce sera pour plus tard. C'est le dessert. En revanche, si on n'a pas la promesse d'Emma, on a la super attaque d'Emma. Vous l'avez pas remarqué ça? En fait, dans sa forme finale de la super évolution d'Emma, qui ne change pas grand chose graphiquement, elle a sa super attaque qui est le câlin avec une parole réconfortante. Bim, ça c'est sa super attaque. Et elle passe à chaque fois cette attaque. Et vous remarquerez que ça marche à tous les coups. À chaque fois, elle abat l'adversaire avec cette attaque. Qu'est-ce qu'elle est forte. Câlin, parole réconfortante. Mais j'avoue que j'y avais pas réfléchi comme ça. Mais oui, on est clairement conscient que en fait, ouais, c'est son attaque spéciale quoi. C'est l'attaque de l'amour, tu vois. Et bah en vrai ça marche à chaque fois. ça marche. Bon, on arrive donc sur la fin du tome 18. Avant de passer au 19, Julie, tu voulais revenir sur la couverture? Bah ouais, parce que contrairement à ce que dit Johnny, oui évidemment que c'est un peu spoiler, mais pour moi je trouve qu'elle est vraiment magnifique et qu'elle est... Enfin, pour moi, c'est la plus belle de la série. Oh, je suis d'accord avec toi. Il y a un côté hyper baroque, hyper lyrique, quoi. On dirait vraiment que c'est le tome 18, le tome final pour tout le monde, ce tome 18. Et puis, tu sais que Emma, elle va arriver, elle va faire le super câlin qui va tout sauver. Et dans ce tome, il y a un vrai clin d'œil. Il y a la meilleure scène de Sir Crone. Ah oui. Moi, je trouve que c'est son meilleur moment, son meilleur dessin, sa meilleure tête. Elle fait une pure tête à ce moment-là. Ouais, genre. Mais trop bien, voilà. Le petit clin d'œil. Bref, donc la fin du tome nous prépare à deux choses. Le nouvel ennemi, c'est l'être humain. Et le final tant attendu à Gracefield House. Ah oui, c'est vrai qu'on avait oublié le petit fil, tout ça. Mais grave, mais tu sais, c'est clairement le moment où, tu sais, j'en avais oublié Peter Rattray, quoi. Alors que c'est littéralement le boss final. Alors, évidemment, c'est un adversaire qui est humain, parce qu'on est déjà rentré dans ce genre de délire où les monstres ne sont pas les plus dangereux, mais c'est les humains qui sont les plus dangereux. Et le problème, c'est qu'on l'a tellement peu vu que bah, c'est un peu dommage. Donc, moi, je prends pas la peine. T'inquiète, tu vas le voir pendant 2 tomes. Hein. Ouais, on va le voir, mais mine de rien, on en est à quel tome? 18. Ouais, non mais moi pour voir l'apparition d'un méchant. Comme Cagnard, moi j'y crois pas trop parce que forcément quand t'as eu la reine qui a pris de la place dans les pages, qui a pris des pleines pages et tu vois un Peter Rattray tout queue, je sais pas 1m80 et encore je sais pas. Pour moi j'imagine encore un autre boss et pour moi le boss final ça serait le monde d'origine des humains. Genre bon ok ils vont réussir leur truc, ils vont être transposés dans le monde d'origine des humains et là une armée les attend pour les tuer. Enfin je dis ça mais j'imaginais un truc comme ça. T'inquiète ça arrivera. C'est marrant, pas. moi j'ai arrêté d'imaginer à ce moment-là. J'étais dans ma fluidité de lecture et en fait, il y a rien qui m'a gêné, choqué. Tout était assez logique, voilà. Et donc on arrive au tome 19. Le tome 19, le monde des monstres est chamboulé par l'action des enfants. Mujika, Sonju sont finalement réhabilités par l'intervention d'un membre de la famille royale, Levis, qui arrive comme ça d'un coup, genre je suis là. Emma, Ray et Norman filent sauver les enfants capturés par le clan Rattray à Gracefield et ils tombent donc sur Peter Rattray, mais aussi sur des alliés inespérés. Il n'y a pas vraiment de nouveaux personnages dans ce tome, hein, mais des personnages qui montrent des nouvelles facettes. On voit une nouvelle Isabella, un nouveau Levis, un nouveau Peter Rattray. Ouais, mais quand on préparait l'émission, tu m'as fait remarquer qu'il y avait quand même des nouveaux personnages. On les aperçoit pas beaucoup, mais c'est le grand prêtre et les 4 sages. C'est vrai. Qui sont des espèces de momies monstres, enfin qui reviennent à la vie grâce à Mujika et Sonju, mais qui sont là, ouais. Enfin, moi je les avais oubliés en fait. Parlons-en. On va en parler dans 2 secondes. Je vous donne une petite citation de Peter Rattray pour nous mettre bien dans l'ambiance dans ce tome. À un moment donné, quand il est bien vénère, il est là, il fait « Je suis votre père ! Rentrez dans votre chambre !» Non, « Je suis votre père, votre créateur ! Sans les fermes, sans le clan Rattray, vous ne serez jamais venu au monde ! Bande de... Non, on vous a nourri, blanchi, on vous a élevé et vous osez, oui, vous révolter, vous évader et détruire nos installations par-dessus le marché. Vous êtes aussi stupide qu'ingrat. » Mais quelle horreur! On est d'accord que cette tant de haine. Cette logique n'a aucun mais sens. Si, attends, on t'a nourri et blanchi, mec. D'où tu te rebelles? C'est tellement abusé. Et blanchi, attends, on a lavé tes vêtements. La phrase du papa vénère quand t'es ado. Ah, mais putain. Mais quand même là. Oui, mais alors, pas un super bon papa, mais phrase du papa quand même. Non, mais là, dans le cas présent, ça n'a aucun sens. Mais oui.
Moi j'ai tellement vu une phrase de daron vénère mais qui réfléchit pas. Sauf qu'il est pas daron, c'est ça le truc. Ouais, pas daron. On va en reparler parce que pour moi c'est clairement le daron des enfants. Non, je voulais revenir sur donc les quatre prêtres et le grand prêtre et les 4 sages. Le grand prêtre et les 4 sages donc. La religion c'est un domaine qui avait été esquissé dans le tome précédent, qui avait été très légèrement abordé avec dans des tomes précédents. Et cette fois-ci, c'est abordé d'emblée, mais j'ai une sensation un peu amère par rapport à ça, à cette religion. J'aurais aimé que ça prenne plus d'importance. Ça aurait évidemment fait traîner le manga en longueur, hein, mais j'aurais bien aimé, je sais pas, voir qu'il y ait quelque chose d'autre avec cette religion ou cette philosophie, cette façon. Je sais pas. Moi, je pense que c'est assez bien fait parce que en même temps, tu comprends vite que c'est aussi une institution qui est abandonnée, quoi. Que la reine, le pouvoir mis en place, les a coupés de leur peuple, les a rendus inintéressants, et que du coup, voilà, ça renforce le récit dans le sens où il n'y a pas d'incohérence parce que tu sais que ça existe, mais que ça n'a pas beaucoup de... Enfin, ça n'existe plus tellement, même aux yeux des monstres, quoi. Et là, on te dit, peut-être que ça peut être le Joker qu'on attend pour que le monde des monstres continue de tourner. Donc, clairement, je m'attendais à ça, moi. T'en penses quoi, toi ? Au début, je me suis demandé déjà d'où ça sortait et je me suis dit, c'est peut-être pour clôturer à un moment les premières apparitions de Mujika où elle avait expliqué qu'il y a le procédé de la fleur, là, je crois que dans le sang, c'est une tradition pour la nourriture avant qu'elle la mange. Effectivement, ça justifie un peu toute cette histoire qu'on avait oubliée. Ouais. Mais après, j'y pense là maintenant, je me dis, souvent les religions, elles ont été là pour aider l'humain face à la mort. On ne sait pas ce qu'il y a après la mort, on essaie de croire en quelque chose pour pas avoir peur de la mort. Les religions sont là. Sauf que là, les démons ne meurent pas en fait. Donc plus besoin de religion au final. Et c'est peut-être ça finalement le message, c'est que là, les démons peuvent être sauvés avec le sang maudit et garder leur forme, mais ils disent pas qu'ils seront immortels avec le sang maudit. Donc est-ce que la religion revient par rapport à ça, c'est la chose. Non, mais il y a plein de questions, ouais. Je suis d'accord avec Glo. C'est assez intéressant ce que tu dis, ouais. Contresens de vous avez peur de quoi en fait. Peut-être que c'est quelque chose que les auteurs n'ont pas eu envie forcément de régler, mais dans ce cas, pourquoi avoir mis la religion ? Enfin voilà, il y a plein de questions là-dessus. Oui, après, c'est le petit passage que je trouve dommage, que j'aurais aimé, parce que je trouve ça vraiment intéressant et j'aurais aimé qu'ils en fassent plus avec. Spin-off 2. Spin-off 2, ouais. Et j'aurais aimé que ça arrive avant. Ouais, c'est ça. Ou quand c'est arrivé au moment, enfin. Comme c'est arrivé assez vite au début avec Sonju et Mujika, ça aurait pu revenir plus tôt. Mais bon, après c'est compliqué. L'arrestation justement de Sonju et Mujika, c'est le point central pour organiser le récit. D'ailleurs, je sais pas quel est l'axe principal de cette partie. Parce que, est-ce que c'est l'arrestation de Sonju et Mujika qui tourne autour de l'invasion de Gracefield, ou Gracefield qui tourne autour de l'invasion de la capitale, de l'arrestation de Sonju et Mujika. Les deux sont très interdépendants et c'est finalement l'arrivée de Levis qui va libérer tout ça et qui va permettre la résolution de Gracefield. Mais c'est pour ça que je me dis que c'est l'arrestation, c'est la capitale le point central. Ouais, mais en fait, moi ça m'a pas choqué parce que tu vois, quand tu regarde un peu les faits historiques, rien n'est écrit en fait. Donc, non, bien sûr, mais tu sais, j'aime bien me poser des questions sur la narration. Il y a toujours un point central et un autre qui va tourner autour. Donc voilà, c'est pour ça. Mais ce côté flottant, ça m'a pas paru. Non, mais moi j'ai vu 2 salles, 2 ambiances, quoi. Capitale des Aimons, Gracefield. Toujours une petite dynamique de lieu pour garder le lecteur en haleine. Bon, j'ai vu ça. Et donc maintenant, c'est au tour de Peter Ratri de vouloir le pouvoir. Il est là depuis le début, dans le manga, en fourbe, prêt à sortir de sa boîte comme un petit diable, et top, hop, Joker Ratri, on y va, c'est parti. Et il est méchant. Qu'est-ce qu'il est méchant. Mais vraiment, tu sais, j'avais l'impression à un moment qui disait non mais allez dans vos chambres et pensez à ce que vous avez fait tout de suite et arrêtez, et vous êtes punis de sortie pendant 2 semaines. Non mais mon Dieu, c'est triste. Et le tout est rythmé avec des comebacks, des comebacks et des flashbacks et des comebacks. Moi j'ai vu surtout le comeback de Isabella. Et le vice, on pouvait s'y attendre pour les deux, mais ça reste bien ficelé quand même. Il y a quand même. Le vice, tu t'attendais
Je sais pas, enfin, j'ai jamais cru qu'ils étaient vraiment morts. Bah, attends, tu rigoles, c'est sûr qu'il mais est non, mort. mais c'est impossible de s'attendre au retour de Levis. Il s'est pris une balle dans la tête. Autant Isabella, tu vois, c'est assez simple. Non. C'est que dans les séries TV, t'as pas de corps, pas de mort. Tant que t'as pas le corps, tu sais pas s'il est là. Levis, il y avait un corps, il y avait du sang et. Ouais, mais c'est un monstre. T'as dit toi-même qu'il mourrait pas. Mais non, mais l'histoire des deux cœurs, franchement, c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe avec lui. Ouais, je n'étais pas au courant que j'avais 2 noyaux. Parce que je suis de sang royal. Bon, alors que je suis sûr qu'à un moment, la reine elle explique qu'elle sent ses noyaux. Qu'elle sait où ils sont. Pour moi, Levis, c'est pas logique. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même 2 comebacks de ouf. Oui. Isabella et Levis, c'est 2 comebacks de ouf. Moi, j'ai vraiment eu un côté chaud-froid de. Putain, Isabella, je l'ai pas du tout senti venir, tu vois. Je pensais qu'elle allait arriver en rêve, tu vois, ou un truc comme ça. Mais Levis, mais j'étais là, mais va te pendre. Sérieux, ça n'a aucun sens que tu reviennes. Et j'ai vraiment eu un côté chaud-froid. Chaud-froid de toi, tu reviens, tu es un Deus Ex et ça m'énerve. Je te mets de côté tout de suite. Et puis on arrive au moment où toutes les mères se rassemblent suite au comeback de Isabella pour faire les mères sont aux commandes, mon gars. Franchement, la rébellion des mères, c'était gros comme une maison. Moi, à partir du moment où j'ai vu Isabella, j'ai fait c'est sûr, elle va venir les aider. Il va y avoir un style non mais eh ben oui, voilà, je suis avec vous, je suis du côté des gentils. Maintenant, bah on en a marre nous aussi. Non mais c'est très jump tout ça. Malgré tout, c'est pas des trucs qu'on a déjà vu dans beaucoup de mangas. Il y a rien d'étonnant. Tu sais, Maxime, c'est je pense exactement ce qui me dérange depuis le début avec Promise Neverland, c'est que j'attends un développement seinen d'un titre shonen. Mais pourquoi tu fais ça? Bah ouais, tu te fais du mal. Mais parce que quand je tombe sur un titre qui a l'air d'avoir des tiroirs, des rabats, des tiroirs. Mais pourquoi tu m'as dit tiroir? J'ai répété le mot. C'est clair, tu pourrais dire n'importe quoi. Des culottes. Oui, il y a un camion des culottes. Mais qui a des atours, tu vois, de récits un peu violents. Et là, t'arrives genre ah oui, pardon, j'avais oublié que c'était. Mais c'est pas Handmaid's Tale, c'est pas une série télé, quoi. Justement, je trouve qu'il y a une séquence vraiment où toutes les mamans arrivent et se rebellent. J'avais un petit côté Handmaid's Tale, tu vois. C'est Servante écarlate en français, comme ça, c'est plus facile à dire. Merci. Je le dis parce que je suis du nitrate, donc je suis là, quoi. Et que t'as vu qu'on galère. Ouais, j'ai vu la vous deux. Je fais voilà, Servante écarlate, dites-le. Sachez qu'on tourne en soirée et que la journée a été très longue. Voilà, sachez-le. Julie, comment on termine ce tome? Sur quoi on se penche? Bah, moi, ce que j'ai retenu, c'est que on se rend compte quand même que le monde des humains, donc le bétail, pour dire les choses crûment, c'est un monde avec des mères, et que le monde des monstres et des prédateurs, c'est le monde où il y a les pères. Notamment, par exemple, l'histoire d'Aishe, elle a été nourrie parce que le monstre qu'il a élevé, c'est son père. Et Levis, il a un côté papa aussi. Il est très paternaliste, je trouve, dans sa façon d'être. Levis, oui, et Peter Ratry aussi. Oui, Peter Ratry. Et donc, je trouve que c'est au niveau de la symbolique, c'est quand même intéressant. Et surtout, quand on repense à la citation de tout à l'heure, quand Ratry arrive en beuglant qu'il est donc le père du bétail. Donc, on sent clairement que le mec a perdu les pédales, parce que il arrive tu vois qu'on arrive à un stade dans cet univers où le système est hors sol. Les fermes où les enfants sont nourris par sonde, etc., c'est quelque chose qui est voué à disparaître parce que ça n'a aucun sens et que lui-même, comme tu disais tout à l'heure, il est là, je suis le père, mais ça n'a aucun sens. Il est en colère, il dit des trucs, il dit n'importe quoi comme tous les gens en colère. Ouais, mais c'est juste qu'il s'accroche à quelque chose, il pense avoir du pouvoir, mais ça ne tient à rien, un fil qui. Mais malgré tout, tu vois, cette symbolique, elle est intéressante, elle est classique. On a Peter Ratry dans le rôle du père, Isabella dans le rôle de la mère. Et là, c'est une quête, donc on va tuer le père et on va aimer la mère. Et voilà, c'est très oedipien. Ah ouais, voilà. C'est très classique, c'est oedipien, c'est campbellien. C'est pas tu vois, trop ébouriffant, quoi. Non, évidemment. Mais bon, voilà, on est sur de bons rails, quoi. On est sur des rails. Exactement. En tout cas, après ce tome 19 qui joue clairement la surenchère, toujours plus loin, jusqu'au bout de l'extrême limite. Je n'attends plus que j'attends plus que le dénouement, en fait. Et je pressens que ça va être un happy end. Peut-être, mais pas trop. Mais je sais pas trop. Ah, mais il y a les mamans. Donc... Ouais, moi je m'attends à un happy end total. Ah oui. J'ai aucun doute. Là, j'ai encore un espoir que ça soit pas total. Oh, pour moi, il est sûr et certain, avec une petite pointe qu'on voit venir gros comme une maison. Un petit clou qui va être embêtant, mais c'est tout, quoi.
Je m'attends pas à plus que ça. Passons donc au volume 20, le dernier tome de la série. Celui-ci, on l'attendait avec impatience puisque c'est la fin, même si pour beaucoup d'entre nous, la fin était la vraie fin, aurait pu être au tome 18. On avait quand même deux tomes de plus. Dans ce tome 20, on est toujours à Gracefield House. On assiste au chant du cygne de Peter Rattray qui a perdu sur tous les fronts. Et dans le même temps, à la révolution qui est en train de monter à la capitale. Et c'est dans ce tome donc qu'a lieu la fin du manga dans lequel on rencontre l'oncle Mike Rattray, un oncle, le fameux oncle d'Amérique. Parce qu'on a tous un oncle d'Amérique. Grave. On dirait qu'il grave des DivX, genre j'ai un oncle aux States. Oui, c'est lui, c'est Mike, mon oncle d'Amérique. Petite citation de ce manga qu'on voit à la toute fin du titre. Nous rêvions d'un certain avenir, mais le destin nous barrait la route. Une fois encore, on s'est rebiffé, on a lutté, on a connu des succès et des ratés. Et alors, tordre le cou au destin ne nous fait pas peur. Citation que je donnerais à Emma, mais sauf que c'est en case narrateur. C'est quoi la case narrateur? C'est une case pensée, c'est les carrés. Donc on sait pas qui c'est. C'est pas très clair, ça me paraît être Emma, mais c'est pas d'une évidence même. Bah c'est comme New York Police Judiciaire, voici leur histoire. On sait pas si c'est un mec qui est dans New York. Non mais ça c'est une intro là, ce dont tu parles. Non mais parce que quand il a parlé comme ça, tordre le cou à l'instant, j'ai fait voici leur histoire. Je suis d'accord que Maxime a fait une introduction de Promise Neverland, police judiciaire. Voici leur histoire. Donc, on commence avec un face-à-face Emma Rattray qui aurait pu tourner bien mal. Hein. Moi, au début, tu sais, je les vois face-à-face et je fais elle va se vénérer, elle va se transformer. Non. Mais lui, il est vraiment... J'avais en tête Gon Neferupito, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, elle va partir en live total. Alors pas du tout. Elle a choisi ce que j'appelle la Star Trek solution. Parlons et vivons ensemble, trouvons une solution pacifique pour arrêter de se faire la guerre. Sauf que lui, Peter Rattray, a choisi la solution Klingon. La mort plutôt que le déshonneur. Ça se défend. Soit. Comment ça se dit en Klingon? C'est à peu près comme ça que ça se dit en Klingon. Mais voilà, elle a choisi, lui il a choisi la mort plutôt que le déshonneur. C'est tout à son honneur, hein, ma foi. Oui. Son honneur. En même temps, lui depuis le tome précédent, il se désagrégeait au niveau plus quoi. Totalement. Il perdait des morceaux d'humanité par lambeaux. Est-ce qu'on dirait pas que c'est un petit peu un M-Badi? Ah oui, tu fais référence à la précédente émission. Alors, ok, donc il faut que vous lisiez tout Gun Last Order avant de lire tout Promise Neverland pour comprendre cette blague. Faut lire Gun aussi avant. Et Gun avant. Gun Last Order. Voilà, beaucoup de tomes Cagnard pour comprendre ta blague. Ouais, bah ça va, c'est une blague rétroactive. On revient sur Peter Rattray là. Bah au final, c'est marrant parce que c'est un des seuls personnages qui meurt et il s'est donné la mort à lui-même et j'avoue que ça m'a fait un peu rigoler parce que je me suis dit à un moment, Emma elle est trop pleine de mignonitude, tu vois, et il a pas supporté, il a préféré se suicider, tu vois, clairement. C'est attaque spéciale. Oui, l'attaque spéciale. Et je suis désolé parce que vraiment je savais que c'était un moment très mignon et compagnie, et quand elle va vers lui, genre elle jette son flingue. Elle dit mais c'est bon, on s'en bat les couilles, on peut s'aimer. Elle a pas dit ça. Et si jamais on avait grandi ensemble, on serait potes. Moi j'ai pas pu m'empêcher de me dire, le gars il l'a ghosté, mais de la pire manière, en mode genre oh là elle est chelou, elle attends. Non mais je préfère me tuer en fait. Je préfère me tuer. C'est très Klingon ce qu'il a fait, hein, tu vois, parce que les Terriens auraient pu arriver comme ça à la fédération. Et qu'on soit bien d'accord, moi j'ai vraiment vu ça d'une manière drôle, c'est que tu sais elle est tellement too much, elle est tellement genre t'es entière, mon ennemi, ouais. Et c'est même pas t'es mon ennemi, c'est passé et on aurait pu être meilleurs amis, alors on s'en va ensemble. Et le mec a vraiment fait comme un date Tinder, tu vois, genre oh là attends, très bien, je sors mon couteau, hop là. Je dois appeler ma daronne. Le pire c'est qu'il est sympa à la fin. À la fin, il fait et au fait, le code pour s'en aller, c'est solide. Ah oui. Alors ça, c'est n'importe quoi. Et franchement, ça m'a fait rire là. À ce moment-là. D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez dans l'émission précédente, j'avais dit on a une phase qui est trop Metal Gear Solid. Ouais, c'est vrai. Oui. Et là, il balance le code. C'est solide. Mais tu sais, il s'est adressé. Shirai, tu jouerais pas aux jeux vidéo par hasard? Il s'est adressé à toi directement. Il a dit je vous donne le code. Je m'en bats les couilles. Je m'en vais. C'est bon. Maintenant, vous réglez ça avec Emma. Moi, je suis plus là. Hein. Bon, en tout cas, je veux revenir sur une de mes marottes de Promise Neverland. J'en ai parlé il y a quelques instants. Là, je me rends compte que toute cette partie contrôle des masses, l'acheminement, enfin le contrôle des masses par l'acheminement des denrées alimentaires, c'est
très typique des dystopies SF. J'en reviens pas, mais à chaque fois je me dis que c'est un manga de SF. Le fait même que ça se passe sur une timeline identique à la nôtre, mais dans le futur. Dans le passé. La perte de mémoire à la fin du tome. J'ai envie de dire que c'est complètement un manga de SF qui s'est planqué en autre chose pour être jumpable, mais que c'est un manga de SF quoi. Ouais. Et puis le parallèle avec la réalité sur les problématiques liées à la société de consommation et toutes les questions sur la surproductivité. Et puis moi j'ai même vu quand même esquisser la question de l'accueil de réfugiés parce qu'il y a une espèce d'arrivage de masse de gamins. Autre chose qu'on voit dans des histoires de science-fiction françaises ou non. Il y a des gamins qui débarquent par milliers, ils ont des codes, ils ont des trucs sur le cou, très bizarre quoi. Et donc allez Mike, bon courage pour étouffer tout ça, tu sais. Mais en vrai, la question, tout est sous contrôle. La question ne se pose pas. Hein. La question ne se pose pas de. On vous accueille. Hein. Oui, c'est ça qui est un peu étrange. Mais bon, mine de rien, c'est des sujets qui sont abordés. Et quand tu le sais, tu vois, quand tu te rappelles de la cible à laquelle c'est destiné, je trouve que c'est très audacieux. On commence à lire le Jump à partir de 7, 8, 9 ans. Ouais. Donc oui, je suis d'accord, c'est audacieux. Et donc, c'est un très mauvais message du coup. Non, vous êtes immigrés, vous inquiétez pas, vous allez être accueillis. Ouais. Non, le message c'est et si on essayait d'imaginer autre chose. Et pour simple détail, on n'est pas dans un monde avec des monstres. Et vous allez pas être bien accueillis. Oui, alors faut avoir les messages sans les monstres, Cagnard. Hein. Il faut voir la métaphore. Non, mais c'est pour ça que je dis avec des monstres ça passait pas, avec des humains en fait je suis moyen chaud. Bon, revenons sur le manga et un autre moment que j'ai trouvé étrange ou surprenant. Moi je m'étais fait une montagne des retrouvailles avec le petit Phil à Gracefield. Lui il était là, il a rien vu, il s'est fait torturer par Andrew, on n'en parle même pas. Et puis finalement il est juste là, c'est choupi sympa, hein. Ils font t'es là, moi aussi t'es là. Et depuis le début je sais pas, je m'étais mis en tête que Phil allait être important, qu'il allait faire un truc. Et non, il a rien fait. Il a juste balancé tout le monde et il a conduit à la mort de Hugo quoi. Au moins il est vivant. Moi oui, au moins il a balancé tout le monde. Mais si, Andrew il l'a dit. Ouais. C'est pas de sa faute, on sait pas. De toute façon il a même pas l'air d'avoir été torturé finalement. Non, il a pas de marque. Non mais attendez, Phil c'est la mascotte, ok? Parce qu'il faut un truc mignon. Il n'y a pas vraiment le choix. C'est vrai qu'il a une tête de mascotte. Alors le seul choix qu'il y avait côté monstre et tout, c'est le singe de Levis. Excuse-moi, mais ça n'a rien de mignon. Je suis d'accord. Il te manquait des trucs mignons dans cette série. Mais non, mais plein de bons sens. Non, il faut une mascotte. Dans le Jump, t'as besoin d'une mascotte. T'as besoin d'une mascotte. Elle a raison, Julie a raison. Et en fait, il y avait que Phil en mascotte. Le problème du tout. Mais si, non. Rien que ça l'énerve. Non mais non, il y a eu un moment, il y avait le lapin qu'on a vu en peluche, mais il est parti, Bernie là. Et c'est aussi pour ça que Phil et la fille avec le lapin en peluche étaient parmi les personnages préférés des lecteurs. Et ensuite on a un autre moment important, le moment du petit Phil, puis le moment de la mort d'Isabella, qui est finalement assez évidente quand on y pense. Entre le comeback, son histoire, elle pouvait peut-être pas y échapper. Enfin voilà, le hasard a fait qu'en plus c'était en sauvant Emma. C'est bien le hasard parfois. Mais voilà, ça s'est fait vite, ça s'est fait correctement, c'était propre. Et puis voilà, elle revient, elle sauve la situation, elle disparaît. Fin, bye bye. Moi j'étais émue. Personnage bouclé quoi. Ouais. Ah ouais, t'as été émue? Ah oui, par la mort d'Isabelle. Moi j'ai une petite larme quand même. Moi j'étais un peu technique là à ce moment-là. Je me suis dit, ok, personnage de récit, à ce moment-là elle doit mourir, ok, allez on avance. Mais elle a un rôle important mine de rien, parce que comme dit Emma, c'est ce qui est important, c'est sa tendresse et là tu vois, moi je trouve que ce qui est important aussi, ce qui me fait rire, c'est qu'elle est éleveuse d'anarchistes quoi, mine de rien. Elle a un rôle super important. Ils auraient pas été élevés par elle, il se serait rien passé. Et donc c'est bien badass pour une maman, tu vois, de se dire mes enfants ils font la révolution, tu vois. C'est vrai que de ce point de vue là, ça donne une autre importance à Isabella. Johnny Cagnard, la mort, cette scène, qu'est-ce que vous en dites? Moi je suis désolé, c'est vraiment littéralement un moment où j'ai éclaté de rire, parce que quand Mudlika elle apprend la mort, tu vois, on est passé, hein, tu vois, elle vient de mourir, la scène est tragique et compagnie, t'y adhères pas, c'est une chose, mais quand Mudlika apprend que leur maman est morte, mais en fait c'est horrible, elle réagit pas, et d'une case à l'autre, elle est là. Mais ça va, c'est cool, vous êtes libérés maintenant. Et je dis ouh là là. Mais quelle est cette dose d'empathie, mon Dieu. Non mais j'avoue, homéopathique. j'ai relu cette case et Mujika a dit
Je vois, c'est triste pour votre maman. 3 petits points. Mais vous voilà libre, vous avez réussi. Et il y a des étoiles autour d'elle. Mais après, je me dis, c'est peut-être un problème de trad et je m'y connais bien en trad. Hein, donc ça peut tout changer si la trad est. Non, je suis pas sûr. Je pense qu'ils ont juste rushé la fin en fait. Non, ouais, je pense. ouais. Je pense qu'ils ont rushé la fin, ils avaient plein de choses à dire. Mais ça m'a fait ils avaient décidé d'un certain nombre de tomes et fallait boucler et ils ont bouclé, voilà. Et puis il y a donc la récompense de lui, de Schmilblick qui demande rien. Moi j'y ai pas cru un instant. Heureusement, parce que sinon j'aurais été un peu déçu. Il avait juste rien demandé. Ça aurait été vraiment bizarre. Ouais. Ça aurait été très très bizarre. Déjà que ce qu'il demande est pas foufou non plus. Bah, j'ai pensé pareil que toi, mais au final, je pense que c'est un peu à cause d'Emma, quoi. Parce qu'elle disrupte tout, même Schmilblick. Bah, désolé. Donc, il veut lui prendre ce qu'elle a de plus précieux, sa famille, etc. Et elle est d'accord parce que c'est Emma, tu vois. Elle dit, ok, on y va, on fonce, tu vois. Et qu'elle a un sens du sacrifice vraiment aigu. Et encore une fois, lui, il rate son coup. Bah oui, on va en parler dans quelques instants. On va faire un petit point sur la fin. Mais voilà, on va finir sur ce tome 20 sans parler vraiment de la fin. Est-ce qu'il y a des détails sur lesquels tu voulais revenir, toi, Julie? Moi, je trouve que c'est marrant qu'Emma se cache chez le Père Noël. Alors, tu sais que c'est un personnage qui existait déjà avant. Ah ouais? Ouais, on apprend ça dans un guidebook. Oh. Il s'appelle Alex Mikhailov et c'est l'auteur d'un des livres que les enfants avaient dans la bibliothèque de Gracefield. Ah ben voilà, la boucle est bouclée. Johnny, t'aurais adoré repérer tout seul ce petit détail. Ça, c'est le genre de truc que t'aimes bien, je suis sûr. Ouais, je couperai et je le dirai que c'est moi. Julie, qu'as-tu d'autre à dire sur ce tome 20? Bah, à la fin, un peu comme tu l'as dit, c'est qu'on veut quand même savoir, juste savoir quel est le prix qu'elle a payé, Emma, et qu'on passe à côté de plein de choses, de certaines émotions, de certaines événements. Parce qu'on est accroché à cette promesse, ouais, effectivement. Et du coup, tu vois, comment va être le monde des humains? Est-ce que les enfants vont s'adapter ou pas? Qu'est-ce qui les attend là-bas? Tout ça, on passe genre vitesse de l'éclair, quoi. On arrête. Complètement. Et puis donc, on laisse les monstres en plan aussi, hein, genre Mujika, tout ça. Voilà. C'est plus notre vie. Ah ouais. Et puis c'est bête parce qu'ils sont quand même en train de vivre un truc incroyable, quoi. Ils vont réussir à transcender leurs conditions, à ne plus avoir à subir leur régime alimentaire. Et quelque part, au niveau des trucs SF, c'est ouf. Enfin, je suis d'accord. Ouais, on va en reparler sur la fin. Et puis surtout, moi je voulais revenir sur le fait que, ouais, comme tu disais à un moment dans l'émission, c'est le conte. Et la promesse d'avoir un conte en manga, elle est tenue. On a cette impression que les enfants n'ont pas grandi, ne grandissent pas, que le récit va se terminer là-dessus. Et que les vrais monstres sont vaincus, le happy end est possible, ils ont réussi à atteindre leurs objectifs. Youpi, quoi. Les auteurs, ils retombent sur leurs pattes. Et ce qui est plutôt bien fait. Moi j'aime bien aussi d'ailleurs l'effort que les auteurs ont fait pour boucler leur histoire en faisant des clins d'œil au début de l'aventure. Notamment il y a une phrase qui était marrante. Bon voilà, c'est un clin d'œil, hein, c'est pas plus que ça, mais il y a les enfants qui prononcent après le jeu du loup, c'est parti pour un cache-cache grandeur nature. Bah voilà, on bouclait la boucle et voilà, et c'est tout. Et puis on arrive sur la fin du manga. La fin, c'est pas la suite et la fin que j'avais imaginée au tome 10 d'ailleurs, cette fin, j'ai pu me dire qu'il allait avoir cette résolution. Oh, ils reviennent dans le monde des humains, voilà. Peut-être que c'était évident, peut-être que je me suis dit ça, je suis pas sûr. Mais en tout cas, le cheminement, je m'attendais à plus d'intrigues, plus de mystères, plus d'enquêtes, plus de choses à résoudre. Et à la place, on m'a donné de l'aventure et des beaux échanges, mais je m'attendais à des enquêtes, à des mystères. Que j'ai pas forcément eu. Ouais, à la fin ça ressemble un peu à la colo de l'enfer quand même, hein. Il y a des hordes d'enfants partout, hyper intelligents qui jouent dans tous les sens. Tu sais, là tu peux plus retenir aucun nom de personnage secondaire, quoi. C'est fini. On sent la mère de famille avec ces deux gosses qui viennent après. Ceux qui sont en plus intelligents. Mais non, mais moi c'était un de mes trucs, quoi. Genre Isabella, j'ai trouvé ça ouf qu'elle ait 20 ou 30 enfants à garder tout le temps, quoi. Je me dis mais c'est impossible. N'essaye pas de voir du réalisme dans cette œuvre. Non, il faut pas. Cagnard, Béco aux animateurs de centre de loisirs. Oui, bien sûr, on pense à eux très fort. Cagnard, toi qui es un fan absolu de Prison Break, toi qui as vu toutes les saisons et qui adore toute la fin de saison que tu connais par cœur, bien évidemment, qu'as-tu pensé de cette fin de Promise Neverland?
En fait, on va arriver exactement au problème que j'avais depuis le tome 1 de ce titre. C'est attention à qu'est-ce qui va se passer une fois qu'ils seront sortis du monde des démons. Et là, quand j'ai découvert ce qui se passait une fois qu'ils étaient sortis du monde des démons, eh ben là, j'avoue que pour moi, ça a été la dégringolade, mais de A à Z. C'est-à-dire que il a décidé que le monde des humains était notre monde des humains. Mais ça, c'est depuis le début. Non. Enfin, non, tu peux pas dire que c'est depuis le début. C'est... Non, tu peux pas savoir justement. Moi, je l'ai vu venir en tout cas. Alors, pardon, je l'ai vu venir. Alors, tu l'as vu venir, très bien, si tu veux, mais la promesse d'un monde mystérieux et sachant qu'il y a un monde des humains derrière. Là, moi, je me doutais depuis le début que ça allait pas être aussi fantasmagorique que ce que j'imaginais, mais là, j'ai trouvé que c'était vraiment nul à chier. Je déteste critiquer. Ouais, t'es un peu fort là quand même. Non, mais je sais, je déteste critiquer la fin des mangas parce que on est bien d'accord que l'important c'est le voyage et compagnie. Mais là, j'ai été vraiment déçu. C'est-à-dire que quand ils ont réussi à quitter tout ce monde et compagnie, au final, on arrive dans un univers d'humains où, vous savez quoi ? Tout se passe comme chez nous. Bah oui, c'est chez nous. Mais non, mais c'est nul. C'est nul. Pourquoi t'as créé cette histoire ? Non, mais le truc, c'est qu'on le sait pas. Si tout se passe comme chez nous, vu que c'est super rapide. Coupé. En vrai, on arrive, on voit juste des décors, on voit une tour super grande, un peu futuriste. Bah oui, mais tout au bout d'un moment, tu ne sais pas ce qui se passe dans ce monde des humains. Tu ne sais pas comment ça se. C'est juste que c'est pas chier parce que tu rajoutes 5 tomes, quoi. On est bien d'accord. Pourquoi t'as monté en épingle ton truc en faisant genre et sachant que même Peter Rattray a dit, vous verrez, ça sera encore plus dur dans le monde des humains. Ouais, mais lui, il pouvait mentir. Oui, Peter. Il avait le droit de mentir. Mais pourquoi il était à 2 doigts de mourir? Pourquoi il aurait menti? Pourquoi tu Et il a pas parlé de son oncle Mike. Non, mais tu sais quoi, si tu veux. Alors, je suis jamais mort, mais je pense qu'en mourant, on a le droit aussi de mentir. Mais tu sais quoi, si tu veux parler de ça, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, tu contredis la salvation de Peter Rattray. Alors qu'il s'était plus ou moins dit, ok, moi, je suis plus adapté à ce monde et je me bute. Pourquoi il aurait menti? Enfin, je sais pas, il y a aucune cohérence, tu vois. C'est genre, donc ça y est, vous êtes arrivés. Et c'est fini. Très bien. Et vous avez gagné. Et c'est fini. Bah oui. Et dans le monde des humains, quelle est leur connaissance du monde des monstres? Il y en a pas peut-être. Ça on sait pas. Ça on sait pas. Mais c'est bien ce que je dis. On le sait justement en disant qu'il y a l'organisation Rattray qui s'en occupe. Voilà, c'est ça. Mais qui s'en occupe. Et après c'est tout. Oui, mais c'est la fin du manga, donc. Ils font du business. Il faut finir. Mais tu peux pas me dire c'est la fin du manga et c'est comme ça. tu peux pas me. Non mais toi c'est la fin du manga. Maxime, c'est comme je suis désolé, je vais te prendre à partie. Sois désolé, excuse-toi. C'est genre tu m'as fait monter en épingle ce truc pour me dire voilà, vous y êtes arrivé, vous êtes dans le monde des humains et en fait dans le monde des humains tout se passe très bien. Oui. Je trouve ça nul à chier. Je trouve que l'auteur a tu as le droit de trouver. Oui. Et en fait, c'est ça. C'est ce que je suis en train de faire. Mais c'est ce que dit Cagnard. Il attendait la sortie. Je donne mon avis. Il a pas eu ce qu'il voulait. Mais je suis sûr qu'aucun de vous n'était prêt à me dire au tome 1 de me dire dans le monde des humains tout se passe comme dans notre monde. Mais pourquoi on t'aurait dit ça? On n'en savait rien. Oui. Mais justement, on attendait la fin pour le savoir. Donc moi, je pense surtout que tu avais mis beaucoup de promesses. Tu avais imaginé des choses. C'est-à-dire que c'est le titre qui allaient te décevoir, enfin que tu voulais, et t'as pas eu ce que tu voulais, et t'es déçu. Et ce que je comprends, et t'as raison d'être déçu puisque t'as pas eu ce que tu voulais. Alors, je suis d'accord, je suis déçu. Je suis foncièrement déçu. Et t'as complètement raison d'être déçu. Mais je trouve ça en fait nul d'un point de vue narratif d'avoir pris aucun risque. D'avoir pris vraiment, il a dit non mais en fait maintenant que vous êtes arrivé, c'est bon, tout va bien se passer. Et c'est ce qui se passe dans le monde des humains. En même temps, c'est pour le Jump. Et c'est ce que t'as dit tout à l'heure. Tu voulais du seinen, t'as du shonen. Non mais pour revenir à ce que moi en tout cas je vois sur la fin, pour porter un avis plus global sur le manga, c'est que c'est finalement une sorte d'ode à la communication. La morale, c'est réfléchissez-vous, mettez-vous à la place des autres, parlez-vous. Et à l'heure où sur les réseaux sociaux, avec l'anonymat qu'entraînent des dérives et autres vagues d'insultes pour un rien, pour un péno arrêté, pour une box One Piece. Non mais c'est bien que ça ait ce succès et que la morale, ça soit parlez-vous, et à un moment donné il y aura un monde meilleur si tout le monde se parle. Moi je le vois de cette façon en tout cas. Parlez-vous, écoutez-vous. Parlez-vous, écoutez-vous, t'as raison. Ouais, et moi je pense que je relirais quand même l'histoire dans sa globalité, c'est-à-dire vraiment en prenant du tome 1 jusqu'à la fin.
parce que ça a été beaucoup entrecoupé dans ma lecture, quoi. Donc peut-être que comment dire, ça donnera un autre aperçu. Mais là, moi, je suis encore dans la phase où je suis après je baigne dans les dernières révélations. J'ai pas ressenti de. Enfin, si, il y a juste la déception de savoir que c'est fini, voilà, et que certaines questions, elles sont un peu en suspens, certains détails que t'aimerais être plus fouillés, ils le seront pas, ou peut-être pas. Enfin, on peut pas savoir quels sont leurs projets à l'heure actuelle. Mais bon, je trouve que c'est pas mal dans le paysage actuel, un manga qui laisse une empreinte comme ça. Et qui est quand même, on a réussi à faire plein d'émissions dessus, à avoir plein d'émotions, de lectures, d'aventures. Comme tu disais, le voyage n'était pas si moche, quoi. Et attention, je suis vraiment pas en train de reprocher le voyage. Je le reproche jamais. Je les ai lus et j'ai aimé. Là, je vraiment pourris la fin, tout simplement. Johnny. Moi, j'ai adoré la série dans sa globalité. Vraiment, là, sur les 20 tomes, si je fais une bonne moyenne, j'ai aimé la série. Je peux pas dire le contraire. Les 2 derniers tomes, un peu moins, mais c'est pas gênant. Au final, il y a un happy end total. J'y croyais pas trop, mais happy end total, si on prend en compte vraiment le destin des enfants, même à la fin pour Emma. Mais j'ai quand même un petit sentiment partagé de tout ça pour ça. Et entre ça et mais c'est normal en même temps, on est dans le Shonen Jump, on peut pas vraiment faire une fin différente. C'est un peu comme Death Note, le méchant gagne pas à la fin en fait, et c'est normal qu'il perde parce que il est méchant. Et je vais revenir sur ce que dit Cagnard, qui est déçu sur le fait qu'on n'apprend pas grand chose sur le monde des humains, et je le comprends totalement, mais parce qu'au final pour moi, et je partage son sentiment, parce que pour moi en fait ça c'est un autre manga, c'est plus un manga avec des monstres, c'est plus un manga, là on tombe sur vraiment du seinen, sur qu'est-ce qui se passe dans ce monde des humains, qu'est-ce qui se passe au niveau technologique, qu'est-ce qui se passe, enfin il y a énormément de questions qui sont pas vraiment liées à Promise Neverland. C'est un autre manga pour moi. Justement, je vais terminer en posant cette question. Cette fin qui laisse une part d'ombre sur pas mal de points, est-ce qu'elle annonce une forme de suite ou une forme d'un autre manga? Je te rejoins complètement, Joe. Est-ce que ça annonce ça, à votre avis? Moi, je le veux pas de suite. Vu ce qu'ils ont montré, je le veux pas de suite. De manière éditoriale, il faut toujours quelque chose d'ouvert sur la fin. Et moi, je trouve ça normal d'avoir quelque chose d'ouvert parce que ça laisse courir ton imagination là où tu veux. Est-ce que ça annonce une suite? Je ne sais pas, franchement, et je suis un peu comme Cagnard. Est-ce que je veux une suite? C'est ça la vraie question. Est-ce que moi je veux une suite à ça? C'est pareil. Tu me demandes la question, je dirais non. Je veux pas de suite. Mais c'est ouvert et je suis content que c'est ouvert parce que je peux imaginer moi-même. Julie, qu'est-ce que t'en dis de tout ça? Moi, je suis d'accord avec Johnny sur le côté ouvert et pourquoi pas avoir une suite, voilà. Et surtout, j'ai eu ma réponse quand tu as posé ta question, c'est que ça y est, le conte est fini. Les enfants vont grandir et peut-être il y aura une suite où ils seront grands et ce sera du shonen up, du seinen, d'une autre histoire, effectivement. Comme dans Jumanji. Voilà, exactement. Mais moi, mon autre question personnelle, c'est est-ce que je m'en souviendrai dans 10 ans? Et ça, je ne sais pas. Je pense que en tout cas, là, effectivement, ça fait 2-3 ans. Ouais, 3 ans qu'on le lit. J'ai encore le début bien en tête. 3 ans. Ouais. 3 ans, au bout de 3 ans. Donc le début, il est ouf en fait. C'est un peu ça le truc. En fait, les 10 premiers tomes, j'ai tellement accroché sur les 10 premiers tomes qu'effectivement, les 10 autres sont pas dans le même rythme. C'est ça qui est difficile. Ils nous offrent autre chose. C'est ça qui est difficile quand tu pars comme ça, un truc de aussi fou. Fort. Toi, c'est un peu l'effet un pétard mouillé, toi. Ah, c'est ça. Tu commences sur un truc montée d'adrénaline forte et puis après mais bon, ils ont quand même réussi à te maintenir parce que c'est tellement sur 20 tomes. C'est compliqué. Enfin, c'est très compliqué, mais je suis d'accord avec chaque chose que vous avez dite. Voilà. J'ai pas forcément envie de vouloir être gentil, mais il se trouve que je suis d'accord avec vous trois. Ouais. Merci en tout cas d'avoir écouté cette émission sur Promise Neverland, cette dernière émission normalement sur Promise Neverland. Oh la vie de ma mère, on n'en parle plus là. T'imagines dans quelques temps le retour de Promise Neverland, une bonne idée? Point d'interrogation. Et Cagnard, je vous l'avais dit, je veux pas lire ça. Non, mais en plus c'est nul. Mais tu sais, vraiment, comme l'émission qu'on a fait sur Death Note, tu sais. Enfin, on en a lu plein des fins de manga, mais effectivement, celle-ci m'a énervé, m'a foncièrement énervé. Je trouvais que c'était du foutage de gueule. Après, moi je trouve ça beau que ça t'énerve parce que ça provoque des émotions et que le manga provoque des émotions. On l'avait pas
l'a vu venir celle-là. Mais Maximilien Bender et le émalien n'abîme pas mon prénom. Mais dans tous les cas, moi je suis content de l'avoir lu, tu vois. Je suis content de l'avoir lu et de l'avoir lu jusqu'à la fin. Je trouve que c'est un très bon récit. Merci à tous d'avoir écouté cette émission. Tu auras eu le mot de la fin, Cagnard. On vous dit à très bientôt. Passez un bon été. Ciao. Salut. Merci. Salut.